faire vivre ou revivre le secteur du bâtiment. Pour faire le point sur ce qui est déjà proposé par les acteurs de la filière, mais aussi sur leurs pistes de travail pour demain, j'accueille avec plaisir Sébastien Descours, cofondateur et directeur général de Fidéo BRE, la Banque de la Rénovation Énergétique. Pascale Courcel, directrice du financement de l'immobilier et de l'énergie-environnement chez BPI France. BPI France, c'est la Banque publique d'investissement. Philippe Pelletier, président du plan bâtiment durable. Et Costa Castrenidis, directeur adjoint de la Banque des territoires. Bonjour et bienvenue à tous les quatre et merci d'être avec nous aujourd'hui pour parler finalement du nerf de la guerre, l'argent. Les débats autour du projet de loi de finances 2026 qui a fini par être adopté l'ont montré. Il n'y a plus beaucoup de sous dans les caisses, mais au-delà des punchlines politiciennes, il est indéniable que les finances publiques sont sous pression et que les pouvoirs publics donc, sont contraints de faire des choix. En matière de construction, on l'a vu, il y a le plan Relance Logement qui a été annoncé par le Premier ministre Sébastien Lecornu, qui va de nouveau tenter un choc de simplification avec des mesures normatives qui devraient entrer en vigueur dans les prochains mois pour faciliter les projets immobiliers des acteurs locaux. Mais dans la mesure où plusieurs projections ont montré que 80% des bâtiments qui constitueront le parc de 2050 sont déjà là, peut-être que la priorité devrait plutôt aller à la rénovation, avec une tendance de fond qui se dégage, basculer des financements publics, comme l'a illustré le feuilleton MaPrimeRénov', à des financements privés avec les C2E, les certificats d'économie d'énergie. MaPrimeRénov' qui sera d'ailleurs doté en 2026 d'un budget de 3,6 milliards d'euros. On commence cet échange avec Costa Castrenidis. Je le disais, vous êtes directeur adjoint de la Banque des territoires. Tout d'abord, est-ce que vous pouvez commencer par nous présenter le rôle de votre institution dans le financement de la rénovation et peut-être aussi nous dresser le bilan de votre production de prêts pour l'année dernière, 2025 ? Merci, bonjour à toutes et à tous. Alors la Banque des territoires intervient au sein du groupe Caisse des dépôts sur la rénovation du parc social, donc les logements HLM, que par ailleurs nous finançons. C'est une de nos missions historiques confiées par la loi. Et également sur le financement des bâtiments tertiaires publics, en parallèle finalement et en complément de ce que font nos collègues de BPI qui sont également dans le groupe Caisse des dépôts et qui s'exprimeront tout à l'heure sur la rénovation plutôt du tertiaire privé. Ce sujet de la rénovation, c'est un sujet qu'on adresse maintenant depuis de nombreuses années avec un bilan qui est de plus en plus positif sur le volet logement social. On l'a souvent rappelé ici, le parc HLM et l'action des bailleurs sociaux fait qu'aujourd'hui les logements HLM sont certainement ceux qui ont le niveau de rénovation d'un point de vue thermique qui est le plus avancé. Chaque année, ce sont environ 120 000, 130 000 logements sociaux qu'on rénove, donc c'est tout à fait massif, avec notamment un produit qui s'appelle l'éco-prêt, qui est un produit qui permet d'agir pour amplifier les exigences et les ambitions en matière de rénovation et finalement dépasser les 40% de gains à la fois sur l'énergie et sur le carbone. Alors fort de cette expérience, on a lancé ce produit l'éco-prêt en 2009. On a au fil des dernières années renforcé notre action auprès des exécutifs locaux, des collectivités locales pour financer les bâtiments publics avec ce modèle de financement que je rappelle qui est très particulier et qui est une des chances aujourd'hui de notre pays, qui est le modèle du fonds d'épargne. En fait, ce sont vos livrets A, vos livrets développement durable qui sont transformés en financement de long terme, qui peuvent sur la construction de logements aller jusqu'à 80 ans, sur la rénovation aller jusqu'à 30-40 ans pour les rénovations les plus ambitieuses et qui permet aujourd'hui de soutenir les investissements des bailleurs sociaux et des collectivités locales, financements qui ont beaucoup augmenté au fil des dernières années, à la fois parce qu'il y a une prise de conscience citoyenne, parce qu'il y a un intérêt économique du fait des économies d'énergie qui sont générées par les opérations de rénovation, mais aussi, et j'y reviendrai tout à l'heure, il faut le dire, parce que les investissements sont nécessairement plus élevés parce que les coûts de construction et les coûts de rénovation ont beaucoup augmenté au cours des dernières années. Vous le savez ici, je m'adresse à des professionnels. Quand on a analysé la trajectoire des coûts de construction depuis 2018, c'est 30% de hausse sur le territoire national, hexagonal. Dans les Outre-mer, c'est beaucoup plus. Et quand on regarde le coût d'une opération de rénovation, il a augmenté de plus de 50% sur la même période.
car les exigences sont plus importantes, mais aussi car il y a un effet inflationniste extrêmement fort sur les coûts de construction et de rénovation. Concernant les bâtiments publics, la manière dont on a procédé, qui est celle qui, je pense, aujourd'hui a le plus d'impact sur nos territoires, c'est d'agir sur les écoles, le patrimoine scolaire. Il nous fallait un objet consensuel, un objet de mobilisation générale en quelque sorte, qui est à la fois d'intérêt pour les exécutifs locaux, pour les élus, pour les communautés éducatives, pour les parents d'élèves et qui est également un sujet de bonne gestion quand on voit encore aujourd'hui la difficulté que peuvent avoir bon nombre de nos enfants dans les périodes de canicule comme dans les hivers très froids. Ce programme que nous avons lancé s'appelle EduRénov'. C'est un programme qui apporte vraiment un continuum d'accompagnement aux porteurs de projets avec de l'ingénierie technique. Évidemment la question des audits, des plans de travaux, mais aussi le financement à travers nos partenaires. Je pense à Acté, je pense au réseau Flamme, les ALEC, le financement d'ingénierie au plus près des territoires, y compris avec des personnes, en fait, des économes de flux qui vont être dédiés à ce sujet des bâtiments scolaires. Cette ingénierie technique, elle est absolument nécessaire, notamment pour les plus petites collectivités qui n'ont pas nécessairement les compétences et les moyens en ingénierie pour pouvoir adresser cette question. Puis, deuxième volet, c'est l'ingénierie financière. Ça aussi, c'est un sujet très important. On se rend compte que quand on a l'envie d'agir, il faut encore qu'on arrive à trouver le modèle économique, le modèle de financement qui va permettre de réduire le plus que possible les coûts sur les budgets des collectivités locales. Et ça, on l'adresse par des prestations d'ingénierie financière qui vont permettre de trouver le bon équilibre entre le volet subventionnel qui a joué un effet important au fil du temps, notamment à travers le fonds vert, mais qui est aujourd'hui de plus en plus contraint, et on y reviendra, et l'autofinancement, le financement en dette, la mobilisation des C2E, et aussi les économies sur la section de fonctionnement, parce que mener un projet de rénovation, c'est réduire ses charges sur la section de fonctionnement, et ça nous permet d'avoir un modèle économique qui est finalement plus vertueux que dans d'autres investissements liés à la transformation écologique. Voilà, donc on est très heureux de la dynamique de ce projet. C'est 50 partenaires publics et privés. Et aujourd'hui, on a déjà 5600 projets d'écoles, de bâtiments scolaires qui ont bénéficié de l'appui du programme et on vise les 10 000 en 2027. D'accord, très bien. Philippe Pelletier, les outils de financement de la rénovation ne datent pas d'hier. En 2007, le Grenelle de l'environnement avait déjà préparé le terrain, si je peux dire. Dans votre propos introductif, vous avez évoqué le financement à travers le sujet des aides. Et je ne crois pas que ce soit la bonne façon de faire pour nous conduire jusqu'à 2050. En d'autres termes, je pense que ce signal que votre propos donnait, il traduit bien ce que nous avons fait dans les 15 ans qui viennent de s'écouler, c'est-à-dire que on disait aux ménages, pour engager une rénovation, mobilisez les aides et puis vous apporterez de surcroît un financement bancaire, un apport des enfants, des fonds propres qui viendront compléter l'aide. Je crois qu'il faut renverser les choses. Aujourd'hui, on sait bien, sauf à se raconter des histoires, que la capacité de subventionner à grande hauteur la rénovation énergétique des bâtiments, ça va être vite du passé. Il restera évidemment des subventions. Peut-être que les aides locales vont se perfectionner, se développer, mais je ne crois pas à de nouvelles grandes campagnes d'aide nationale compte tenu des niveaux du budget. Il faut donc qu'on dise que ces aides, elles vont venir aider, mais compléter une logique qu'il faut construire, qui est en somme de parler aux ménages qui sont concernés par la rénovation d'un bâtiment au moins de deux sujets. Le premier sujet, c'est le bien-être, le confort dans le bâtiment, et le sujet plus angoissant, la capacité que le bâtiment va avoir d'accueillir des gens âgés en période de canicule.
On a là un sujet majeur pour notre société. Et le deuxième point, c'est les enjeux de valeur. On ne parle pas assez du fait que lorsque un ménage a un petit pécule placé en banque et un pavillon, et qu'il regarde ce patrimoine évoluer, il voit que la rémunération de son épargne n'est pas grandiose, et s'il est attentif, il voit que la valeur du pavillon décroît. Et donc l'idée est donc de faire prendre conscience que si on veut maintenir la valeur du patrimoine, il faut puiser dans l'épargne des ménages qui est considérable. Une fois préservée la part nécessaire pour faire face aux accidents de la vie, une somme qui permettra d'engager les travaux et de faire en sorte que à la fois le bien garde sa valeur et le patrimoine dans son ensemble et que le confort minima soit atteint. Donc je pense, pour faire court, que nous avons à être probablement plus innovants pour expliquer à la société qu'on entre dans une nouvelle phase et que cette nouvelle phase, elle va conduire à mobiliser davantage de financement par les réseaux ordinaires, les réseaux mutualistes notamment. Et je rappelle que l'éco-prêt à taux zéro et l'éco-prêt collectif à taux zéro avaient, il y a une quinzaine d'années, marché tout à fait fortement avant que ça s'enlise et que les établissements prêteurs n'aient plus une grande envie de les distribuer. Il faut arriver à mobiliser à nouveau. Alors Sébastien Descours, c'est précisément parce que les dispositifs actuels ne sont visiblement peut-être plus adaptés que des initiatives comme la vôtre, donc Fidéo, Banque de la Rénovation Énergétique, voient le jour. De quel postulat êtes-vous parti en fait pour donc lancer cette initiative et concrètement comment ça marche? Alors il y a principalement 3 idées fortes. La première, c'est que la rénovation, c'est un marché complexe qui touche tout le monde. Alors il se trouve qu'en plus, les politiques chez nous le rendent compliqué des fois, mais basiquement, c'est complexe. Et donc, comment est-ce qu'on fait pour capter cette complexité? Il faut capter beaucoup de data pour pouvoir les agréger, pour pouvoir faire circuler cette information entre les acteurs. La rénovation, c'est 3 piliers. Technique, comment je construis, comment je m'assure que c'est bien fait, comment j'ai un référentiel qui me permet de tenir le choc. L'accompagnement, qui sait ces gens en face de moi, comment est-ce que je peux leur prêter, pourquoi est-ce que je ne peux pas leur prêter en tant que banque, et le financement. Une remarque peut-être avant tout, c'est que c'est le marché de tout le monde. Moi, c'est la première fois de ma vie que je m'adresse à un marché qui fait 65 millions de personnes. Enfin, c'est quand même absolument colossal. Quand on parle d'industrialisation, de massification, c'est un faux terme, puisqu'il faut qu'on entraîne véritablement tout le monde. Il se trouve qu'à l'intérieur de ce tout le monde, les 2/3 des gens aujourd'hui, les 2/3 des foyers, n'ont pas accès au crédit long terme. Parce qu'ils sont vieux, parce qu'ils sont malades, parce qu'ils ne gagnent pas assez, parce qu'ils sont déjà endettés. Ça, c'est les règles de risque de la part des banques. Et il ne s'agit pas de toucher aux règles de risque de la part des banques, puisque c'est le fruit de toute une histoire, ces règles de risque. Donc il faut trouver comment on peut utiliser des nouvelles normes de risque. Première idée, on va partir à partir des économies d'énergie comme étant une source de financement de la rénovation. Deuxième idée, il y a énormément d'argent partout et il y a beaucoup de moyens. Comment est-ce qu'on fait pour tracer des routes qui soient parfaitement éclairées pour que l'argent arrive au bon endroit? Et encore une fois, là, on a des datas et des preuves et il faut transporter des datas et des preuves pour que tout le monde soit d'accord. Troisième idée, il y a beaucoup de financements exotiques aujourd'hui. J'en citerai un qui commence à être bien connu, c'est le bail réel solidaire. Mais on peut parler également de la surélévation, on peut parler de l'autorénovation, on peut parler des chantiers participatifs. Il y a des milliards de solutions qui sont à disposition, sauf qu'il faut adresser ces solutions et s'assurer que le pont entre celui qui a besoin du financement et celui qui peut le proposer, que ce pont soit parfaitement éclairé et qu'il circule du mieux possible. Notre job, c'est ça. Notre job, c'est poser un référentiel métier, poser un référentiel data, financer des gens au travers
d'opérateurs ensembliers qui sont sous ces référentiels-là, stocker la data et les preuves de telle manière à ce qu'après, chez les banques, ce soit beaucoup plus simple pour sortir du crédit et beaucoup moins cher. Parce que la complexité s'exerce aussi sur les banques. C'est un marché de totale complexité pour tout le monde. Et donc, il faut tracer des lignes droites et des lignes bien éclairées. Ça, c'est notre job en tant que Fidéo. On a appelé Fidéo Banque de la Rénovation parce que c'est un terme qui marque les esprits. Mais Fidéo, à ce stade, n'est pas une banque. C'est au mieux une société de financement. Mais c'est surtout une tour de contrôle, un poste d'aiguillage pour s'assurer que l'argent circule véritablement bien de là où on en a besoin jusque dans les poches de celui qui en a besoin. Ces fameux 2/3 de Français qui n'ont pas accès au crédit long terme. Alors, c'est 2/3 des propriétaires occupants FG, mais je passe les détails. Alors on a beaucoup parlé du logement jusqu'à présent, mais le secteur tertiaire aussi est confronté à des enjeux de rénovation énergétique. Pascal Courcel, vous, à BPI France, vous proposez justement des dispositifs dédiés aux entreprises. Oui, merci, bonjour. Effectivement, chez BPI France, on finance les entreprises. Donc, on a plusieurs cordes à notre arc. On accompagne la trésorerie des entreprises, on finance les investissements, on participe aussi en equity, on finance aussi l'export. Voilà, donc on a un palette relativement large. Et en 2021, on a fait un plan climat. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a 3 piliers dans ce plan climat. D'abord, on va soutenir tout ce qui va être green tech, donc solutions vertes, pour vraiment avoir des nouveaux dispositifs, des offreurs de solutions. On va soutenir massivement les énergies renouvelables qui sont là pour décarboner, participer à l'électrification des usages. Et puis, on va mettre en transition les entreprises. Donc, quand on met en transition les entreprises, l'immobilier, effectivement, est un vecteur relativement fort, parce que nous, on a tout un dispositif aujourd'hui légal et réglementaire qui s'est mis en place. Il ne se passait pas grand-chose sur l'immobilier pendant longtemps. Et puis là, on a eu un push de plein de textes. Donc, il y a le décret tertiaire, décret Bax, toutes les lois sur la solarisation. Voilà, donc on a tout ça qui est à notre main. Et nous, on s'est dit, avec ce plan climat, la mise en transition, qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va chercher à proposer? Donc l'entrepreneur, aujourd'hui, il est concerné par la rénovation énergétique des bâtiments tertiaires. Donc, c'est presque 1 milliard de mètres carrés. Beaucoup de chefs d'entreprise n'ont pas encore compris qu'ils étaient concernés par ce dispositif, tellement 3 phrases toutes simples font une foire aux questions extrêmement large pour comprendre si on est bien soumis ou pas. Mais nous, on s'est dit, voilà, on va proposer une lecture, ce qu'on appelle un continuum. Donc, on a une activité de conseil et on a fait un appel à manifestation d'intérêt auprès de bureaux d'études pour qu'ils aillent proposer donc un audit énergétique à nos entrepreneurs, donc ce qu'on appelle un DIAG Perfimo. Alors, il peut se combiner avec DocDiag, parce qu'on a un panel relativement large, notamment, je pense, au DIAG Ecoflux, qui étudie tous les flux eau, énergie, déchets. Le Perfimo, il est vraiment là pour faire un audit énergétique de l'immeuble tertiaire, faire un 360, définir ensuite les CAPEX qui vont permettre d'arriver au jalon du décret, donc 2030, 2040, 2050, et enclencher ensuite un plan d'action, la décision d'investissement de l'entreprise. Voilà. Donc, ensuite, nous, on s'inscrit dans ce continuum, l'audit est fait, et on arrive avec le financement, et on va travailler ce financement dans une perspective, finalement, de valeur de l'immeuble. C'est ce que disait Philippe. Il faut mettre l'immeuble en transition. On a tous besoin d'avoir un toit, soit à titre personnel, soit à titre professionnel, qui nous permet de continuer à exercer les métiers dans l'entreprise et nous protéger. Donc voilà, donc cette capacité donc à se projeter sur l'immeuble du futur, c'est la valeur. Et comment on accompagne le chef d'entreprise? Peut-être sur des durées de financement un peu plus longues, apprécier l'économie d'énergie qu'il va faire en termes d'OPEX et la transposer en charge de la dette. Voilà, c'est toute cette réflexion que l'on a mis autour de notre continuum audit et financement. D'accord, très bien. Merci. On a donc dressé un état des lieux de ce qui a été mis en œuvre jusqu'à présent pour financer la rénovation, mais il faut donc aussi penser à demain dans ce contexte, comme je le disais en introduction, d'une forme de désengagement partiel de la puissance publique faute de moyens. Les organisations que vous représentez tous les 4 s'y attellent déjà. Sébastien Descours, je reviens vers vous. En préparant cette table ronde, vous m'avez expliqué qu'il fallait donc arriver à trouver un équilibre permettant de lever les risques techniques liés à la rénovation, mais tout en trouvant des contreparties pour espérer massifier les travaux et sécuriser les acteurs. Concrètement, on fait comment pour arriver à cet équilibre? Alors, déjà, le premier point, c'est sur le fait que les budgets seraient tendus.
Ouais. L'État met 16 milliards quand même par an en ce moment. Les collectivités locales mettent 10 milliards. Donc ça veut dire qu'on a 26 milliards quand même sur le marché global de la rénovation, pas qu'énergétique. Mais c'est quand même tout à fait considérable. La réduction de MPR, fondamentalement, a affecté le secteur de l'accompagnement, mais relativement peu les ménages. Comment est-ce qu'on fait par rapport à tout ça? Fondamentalement, on va aller vers une économie de la fonctionnalité. C'est-à-dire que ça n'est pas l'objet en soi qui va avoir de la valeur, c'est ce qui va faire à ses propriétaires et à ses occupants. Typiquement, si j'ai un bien dans lequel je ne peux plus vivre l'été parce que je suis sous les toits parisiens avec une absence d'eau potable ou une inondation, que vaut mon immeuble? Les gens qui sont affectés par les retraits gonflements d'argile aujourd'hui, qui ne sont plus assurés, que vaut une maison non assurable? Et donc, l'ensemble de la question qui est posée derrière tout ça, c'est d'arriver à décrire l'objet par rapport à ce qu'il va faire à ses occupants, donc ce qu'on appelle la fonctionnalité. Est-ce que je les ai gardés au chaud? Est-ce que je les garde au frais? Est-ce que je suis capable de mesurer l'impact sur la santé? Est-ce que je suis capable de laisser des personnes âgées chez elles plutôt que de les envoyer en EHPAD, etc., etc., etc. Et donc, c'est toute cette approche de la fonctionnalité qui constitue de plus en plus un champ de recherche et d'études pour l'évolution en fait de la monnaie, pour l'évolution de qu'est-ce qu'on met derrière la monnaie, qu'est-ce qu'on met derrière les valeurs et de quelle manière on va piloter les politiques publiques dans le futur. Là-dessus, FIDEO est un argument absolument essentiel dans le cadre d'une réglementation qui va arriver sur les banques qui s'appelle BAL 4. Grosso modo, BAL 4, il dit il faut qu'on rapproche le faire et le financer. FIDEO, ça permet de rapprocher le faire et le financer, puisqu'en fait, FIDEO est basé sur un réseau d'opérateurs ensembliers en France et en Europe, qui remonte de la data qui est sécurisée, validée, prouvée. Et cet ensemble constitue en soi la méthode et la manière dont on va financer dans le futur. C'est-à-dire qu'on va financer en fait sur de la data et des preuves et sur des fonctionnalités, sur des impacts. On ne va plus financer sur une valeur générée par de la consommation et de la production. Mais on va vraiment financer sur ce que ça fait aux gens. Je peux y passer des heures, je ne vais pas le faire aujourd'hui parce que c'est un tout petit peu compliqué. Mais en tout cas, sachez que le message vraiment essentiel, c'est que si je prends par exemple les idées de valeur, les études de la Chambre des notaires de ces derniers temps sur la valeur verte et la décote brune ont vraiment montré que quand on investissait pour que les gens se sentent bien chez eux, la valeur du bien plus la valeur des travaux est inférieure à la valeur du bien post-travaux. Ça veut dire que fondamentalement, la rénovation n'est plus une dépense, c'est un investissement. Et on le disait tout à l'heure, et Philippe le disait tout à l'heure, les flux, l'orientation des flux aujourd'hui de capitaux d'épargne, en particulier si on commence à vendre des bons du Trésor US pour le monsieur Roux, là, qui est de l'autre côté, dont on n'a pas très envie de continuer à l'accompagner, cet argent, s'il revient sur nos territoires, est un argent qui peut effectivement augmenter la valeur du patrimoine français et européen. Et c'est un enjeu qui est absolument essentiel du point de vue de l'autonomie et du point de vue de la réussite de notre continent. Alors Pascal Courcel, vous aussi à BPI France, vous essayez de dénicher des offreurs de solutions qui pourraient jouer ce rôle d'ensemblier. Et vous me disiez aussi que les audits énergétiques que vous avez menés, financés, constatent généralement que les entreprises sont assez proches d'atteindre des résultats tangibles, mais qu'il manque encore un petit peu de formation, d'information, d'accompagnement pour finalement arriver à quelque chose, quoi. Exactement ça. J'ai dit qu'on avait fait un plan climat en 2021. 4 ans après, 5 ans après, on peut dire deux choses. Tout d'abord, le constat que le décret tertiaire, donc la plateforme Opéra qui sert ces renseignements, n'est renseigné qu'à 54%. Donc ça veut dire qu'il y a quand même 45% des entreprises qui n'ont pas compris, qui n'ont pas eu le temps, qui n'ont pas pu le faire, puisqu'il y a ce rapport propriétaire-locataire. Deuxième point, c'est vrai qu'on a un retour d'expérience des audits et ça nous dit des choses très intéressantes. D'une part, parfois, il n'y a pas des investissements massifs à faire pour arriver au jalon 2030-2040. C'est beaucoup du comportemental, c'est beaucoup des petits investissements et c'est beaucoup de pilotage de l'IT, de la GTC. Donc c'est finalement assez accessible. Et nous, on s'est rendu compte qu'on n'avait pas fait beaucoup de volume d'investissement, de financement dit immobilier dans le dur et ça s'était résolu finalement par des choses assez minimes. Donc c'est tout à fait, c'est une bonne nouvelle, c'est accessible. Maintenant, le chef d'entreprise, il a des préoccupations, c'est qu'il a de la productivité, de la renouvellement d'investissement,
l'IT, l'IA, ce sont des sujets aussi qui l'impactent. Donc, il n'a pas forcément priorisé d'investir, de s'endetter pour ces problèmes. Pour ces sujets-là. Donc, on s'est dit, finalement, on peut aller plus loin. On a cette solution de continuum et qui va continuer à être là, mais aussi on peut réfléchir à une façon de l'aborder différente. Et cette notion d'ensemblier que l'ADEME a évoquée dans son rapport de juillet, elle nous intéresse beaucoup. C'est comment on va aller chercher les bureaux d'études que l'on a eus, dans quelle mesure ils sont dans des groupes de sociétés qui peuvent proposer un audit, une définition des CAPEX, faire des grappes d'investissement, de faire des grappes de tiers investisseurs chez nos clients, arriver à créer des sociétés de projets et de proposer des contrats de performance énergétique. Et nous, à ce moment-là, on arrivera en financement de ce portefeuille de clients, de façon à ce que l'entreprise n'investisse pas elle-même, mais elle arrive à payer une redevance avec le partage d'économies qu'elle va faire grâce à ces contrats. Moi, j'y crois beaucoup. Donc, on est en train de travailler sur un projet pilote pour l'hôtellerie, qui est peut-être finalement un peu l'immeuble qui est le plus lisible, le plus lisse, le plus homogène en termes de besoins. Mais je pense que par cette façon-là, à la fois, on peut aborder de façon bilatérale l'entreprise qui investit par elle-même et on l'aborde par cette façon un peu de massification. Je pense qu'à ce moment-là, on va se rapprocher, je le souhaite, des objectifs de 2030, voire ultérieurs. C'est souhaitable, effectivement. Philippe Pelletier, je crois qu'un livre blanc est en préparation pour le Mondial du bâtiment, qui s'est d'ailleurs récemment rebaptisé Paris Builders Show, mais qui se tiendra toujours fin septembre, début octobre à Paris, avec à la clé des propositions sur la rénovation, justement. Oui, on vient de dire dans cet échange que, à tout le moins, la question du financement de la rénovation appelle un nouvel élan, appelle d'être développé parce que il y a des marges de progrès que chacun de nous a identifiées. Et cette analyse-là, nous l'avons partagée de façon plus large au plan bâtiment durable avec d'autres acteurs, dont le club de l'amélioration de l'habitat, en se posant cette question simple qui est on a eu pendant 15 ans une organisation qui accompagnait le chemin vers la rénovation et on a fait collectivement de grands progrès. Est-ce que c'est avec les mêmes outils, les mêmes dispositifs, le même élan qu'il faut construire les 25 ans qui nous séparent de 2050 ? Donc on s'est dit, puisqu'avant les 15 ans, il y a eu une grande concertation qui s'appelait le Grenelle, eh bien on va en inventer une plus modeste qu'on va mener au cours de ce premier semestre 2026, qui est de se poser la question de savoir comment ajuster le tir pour être plus efficace. Et donc, on décline quelques groupes de travail qui sont en train de se mettre à l'œuvre. Le premier, c'est on a raisonné rénovation énergétique et il y a sûrement d'autres sujets que l'énergie à ajouter. Le deuxième sujet, on a raisonné rénovation, mais on est percuté par les sujets de l'adaptation et ceux de la sobriété. Est-ce qu'il ne faut pas avoir une approche plus globale ? Un troisième sujet, on a raisonné beaucoup en traitant les gens individuellement, tel pavillon, telle copropriété. Est-ce qu'il ne faut pas engager une réflexion à l'espace urbain, le quartier, le pâté de maison, le lotissement, la centralité pour être plus efficace et embarquer tous les bâtiments en même temps? La question du financement, je n'en reparle pas. Et puis deux autres sujets. Jusqu'à présent, l'État a été omniprésent, il a tenu le manche, on ne lui demande pas de disparaître. Mais est-ce que le relais ne doit pas passer clairement à des collectivités territoriales plus proches de l'action? Et enfin, on s'est beaucoup intéressé à accompagner la demande, à tenir la main des ménages, à la soutenir. Est-ce que le moment n'est pas venu de se préoccuper sérieusement de l'offre que l'on met en face? Est-ce que notre offre
elle est suffisamment pertinente et présente sur l'ensemble du territoire? Est-ce qu'elle est performante et est-ce qu'elle porte une performance qu'on va pouvoir garantir aux maîtres d'ouvrage? Voilà toute une série de questions. Donc on s'est mis en tête de travailler dans des groupes, après de faire circuler nos propositions en France pour vérifier qu'elles ne sont pas considérées comme hors sol par ceux qui sont dans l'action. Et avec cela, en juin, on aura bouclé quelque chose. En septembre, on communique et on a l'ambition que les écuries présidentielles s'intéressent à nos propositions et plus encore que ceux qui seront aux affaires en 2027 considèrent qu'il y a là une sorte d'accord de place pour dire comment il faut faire. Voilà. Très bien, merci beaucoup. Et pour terminer, Costa Castrenidis, vous, donc à la Banque des Territoires, quelle est votre vision justement sur l'évolution de ces dispositifs de financement de la rénovation énergétique? Alors, plusieurs points. Tout d'abord, il faut qu'on capitalise sur ce qui a marché. Et ce qu'on constate sur le volet tertiaire public, donc les bâtiments publics, j'évoquais tout à l'heure les écoles, ce qu'on voit également sur le logement social, sur les HLM qui ont été rénovés, c'est que quand on simplifie le dispositif, il y a plus d'investissement. La question de la manière dont on apporte aux porteurs de projets un contenu simple est absolument essentielle. Et je ne suis pas certain qu'on l'ait toujours fait au cours des dernières années, ne serait-ce que pour la raison que Philippe vient d'évoquer, que nous avons enchaîné parfois les préoccupations thermiques, les préoccupations de décarbonation, et qu'on est maintenant confronté à la question des risques climatiques. Et que l'addition de ces contraintes est aujourd'hui une difficulté pour celui qui investit. Qu'il s'agisse d'un ménage, d'une entreprise, d'une collectivité locale, finalement, c'est un des traits communs. Autant ce sont des marchés très différents et qui s'adressent par des circuits différents, autant un des traits communs est d'avoir une vision claire du bon choix. Est-ce qu'on fait le bon choix ? Et pour cela, il n'y a pas des millions de solutions. Il y en a une qui est d'avoir des unions sacrées sur des thématiques données qui vont mobiliser toute la profession. C'est l'exemple d'EduRénov. Je parlais de 49 partenaires. On a les associations d'élus, on a la Fédération du bâtiment, on a la CAPEB, on a Acté, on a les ALEC, on a les grands industriels, on a le secteur associatif et on a les financeurs. Et en réunissant finalement cet écosystème et en définissant ensemble des règles, des chartes, des principes clairs, on arrive à construire un parcours qui va créer de la valeur et faciliter et le passage à l'acte et les gains finaux. Donc je pense que sur les prochaines années, il est important qu'on capitalise sur ce point-là. Ensuite, sur la question du financement et notamment de la mobilisation de l'épargne, qui est un sujet qui fait pas mal débat aujourd'hui. Je le disais tout à l'heure, on a la chance en France d'avoir un modèle qui est unique en Europe, qui est un modèle où notre épargne en tant que citoyen est d'ores et déjà mobilisée pour le public. Le secteur public en bénéficie de manière très concessive et de manière très massive. Nous avons en 2025 apporté au territoire plus de 40 milliards de financement. On en faisait 15 milliards il y a encore 3-4 ans. Donc on fait x3 dans un contexte économique pas évident. L'investissement public local est là. Ensuite, il y a la question de l'innovation. La question de l'innovation, elle demande d'adresser deux sujets. Premier sujet, c'est comment on fait levier sur l'intelligence artificielle et sur les nouveaux outils. On a, grâce à l'utilisation de la data et de l'intelligence artificielle, des gains d'accélération sur la conduite des projets. Avec l'Union sociale pour l'habitat, on a développé un outil qui est un outil qui permet, en quelques clics, d'avoir une vision très claire des bâtiments qu'il faut prioriser dans les travaux parce que nous avons finalement un état de l'art sur la consommation énergétique grâce au partenariat qu'on a mis en place avec Enedis et avec GRDF. Donc, en quelques clics, on voit quels sont les bâtiments énergivores et ça permet de gagner 6 à 9 mois en fait, de prise de décision. Une fois qu'on a fait cet outil, on est en train de développer les premiers prêts à impact réel d'Europe.
avec des bailleurs sociaux, une vingtaine qui nous accompagnent dans cette aventure, où finalement, on va bonifier le taux du prêt en fonction non pas de l'audit énergétique, mais en fonction du gain réel qui va être constaté en intégrant la question de la maîtrise des usages. Parce qu'on est très focusé sur les travaux, mais il ne faut pas oublier qu'avoir des gains in fine, c'est souvent aussi lié aux usages des occupants des logements post-travaux. Et ça, on va le regarder à travers ces éco-prêts à impact. Et puis, sur ce sujet de l'innovation, je l'évoquais tout à l'heure, et ce sera mon mot de conclusion, il y a un éléphant dans la pièce qui est quand même le coût des opérations. Ce coût a énormément cru au cours des dernières années, et ce qui nous amène, en partenariat avec la Fédération du bâtiment, avec l'Union sociale, sur le volet logement social dans un premier temps, de travailler à la mise en place d'un observatoire des coûts de construction et de rénovation régionalisé qui nous permettra d'avoir un lieu de dialogue et de partage sur les sous-jacents de cette évolution. On a une étude annuelle qui s'appelle Perspective qui pose un peu la capacité d'investissement sur 40 ans du mouvement HLM. Cette année, on a intégré pour la première fois un scénario où l'indice des coûts de construction, l'ICC, évolue au même rythme que l'inflation. C'est des dizaines et des dizaines de milliers d'opérations en plus qui pourraient être réalisées si on arrivait à faire juste que l'ICC évolue au même rythme que l'inflation, ce qui ne paraît pas déraisonnable. Oui, effectivement, ce sera intéressant de voir les premiers résultats de cet observatoire des coûts de la construction. On arrive à la fin de cette table ronde. Est-ce qu'on a quelques minutes pour des questions? On va dire que oui. Ouais. On a 3 minutes pour des questions avec la salle. N'hésitez pas à lever la main si vous en avez, on va vous apporter un micro et vous pourrez donc interroger nos 4 intervenants sur les sujets qui vous chantent. Merci. François Pellegrin, architecte et membre du plan bâtiment durable et du CAH. La question c'est plutôt pour Madame Courcelles. L'ADEME a mis une dizaine d'années avant de comprendre que la question du diagnostic énergétique était tout à fait insuffisante. Et l'ANA a promu le diagnostic technique global. Dans vos actions sur les établissements tertiaires, je vous entends parler de diagnostic énergétique. Pensez-vous pas qu'il serait utile d'y mettre un peu de réflexion architecturale pour mesurer la capacité que ce bâtiment tertiaire aurait de se métamorphoser, de se développer et de ne pas rester strictement sur le champ énergétique? Alors oui, bien sûr. En fait, nous en tant que financeurs, c'est un peu compliqué de se mettre dans la peau du chef d'entreprise propriétaire pour lui dire, voilà, il va falloir avoir une dimension un peu plus constructive de votre immeuble. Déjà, la première chose qui est assez complexe à faire, c'est que dans ces bureaux d'études, il faut y mettre de la maîtrise d'œuvre. Il faut avoir quelque chose de mesuré. Donc, il faut vraiment un audit énergétique avec la mesure des investissements. Et potentiellement, parfois, quand vous êtes en zone hyper urbaine, ça va être assez compliqué d'aller mettre un volet architectural. Et donc, je ne mesure pas trop ce que ça va pouvoir entraîner comme coût supplémentaire. Ce que je vois, ce que je mesure, c'est que pour les entreprises, déjà, elles sont peu nombreuses à avoir déclaré qu'elles étaient concernées par le décret. Et donc, dans un premier temps, c'est vrai qu'on a probablement, pour les immeubles qui existent, je ne sais pas si on se suit, mais sur les immeubles qui existent, potentiellement, la première maille que je vois très opérationnelle, c'est tout ce qui va être vraiment du pilotage, du fonctionnement. Et ensuite, je pense que quand on va se rapprocher des objectifs un peu plus lointains, on va être vraiment sur des volets enveloppe. Mais là, c'est vrai qu'on a besoin de vous, on a besoin de votre technicité pour nous apporter, nous éclairer sur ces briques-là qui sont vraiment des briques plus d'ingénieurs et non pas de financiers. Donc nous, ce qu'on cherche à avoir, c'est vraiment le volet énergétique et voir tous les flux, parce qu'on a parlé aussi d'autres flux. Il y a aussi l'eau, par exemple, qui est un sujet important et qu'on sert avec l'audit qui s'appelle Écoflux. Et puis d'avoir cette première maille de prise de conscience sur la consommation, sur la transformation de l'actif, et notamment parce qu'il faut s'adapter, il faut qu'on adapte nos immeubles. Et je pense que ce volet-là que vous proposez est très intéressant. Je ne suis pas sûre qu'il soit à la maille aujourd'hui, à la capacité financière des entrepreneurs, donc on va y aller étape par étape. Merci Pascal pour cette réponse. Est-ce qu'il y a une autre question? Oui, bonjour, donc moi je représente Isobio, donc on est un réseau d'artisans. On fait des travaux de rénovation uniquement avec des matériaux biosourcés.
Et je voulais vous interpeller sur la question du bilan carbone. Dans les industries, on mesure ce carbone, on lui donne une valeur, qui je ne sais plus à combien aujourd'hui, 100 eurotonnes, pour effectivement quantifier l'efficacité de nos travaux. La rénovation actuellement ne tient pas compte du bilan global, énergie grise des matériaux et consommation des ressources finales pour arriver à l'objectif 2050. Si le remède est pire que le mal, est-ce qu'on va dans la bonne direction? Moi, notamment, on se forme au chanvre. Il y a 2 matériaux qui sont, à mon avis, à pousser. C'est le chanvre et la paille, en termes de ressources, de disponibilité, d'apport de main-d'œuvre et de développement de nos territoires. Qui souhaite répondre? C'est un sujet un tantinet compliqué parce que quand tu parles de ça, tu parles en fait des filières industrielles. Il se trouve que les filières industrielles en France sont plutôt très bien organisées, avec un coût de fabrication et un coût de distribution qui est quand même plutôt limité. Et en particulier sur le chanvre, la problématique que ça pose, outre celle de la localisation des champs de chanvre, c'est le transport, puisqu'en fait le chanvre est un élément qui est extrêmement peu pondéreux. Ça veut dire que la composante du coût du transport, en fait, dès qu'on s'éloigne un peu, devient complètement destructrice en fait de toute possibilité de création de valeur pour l'industriel et pour le poseur. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que 1, il faut qu'il y ait une filière qui s'organise. 2, il faut que cette filière apprenne à compacter et à décompacter, ce qui pour le moment n'est pas le cas. 3, ça suppose aussi de remettre en question des équipements extrêmement amortis sur lesquels l'industrie génère beaucoup de marge. Ça amène à une réflexion plus globale. C'est que la rénovation est un marché qui touche tout le monde, qui touche les habitants, mais qui touche aussi les industries en fait, de la construction. Au travers de la rénovation, leur investissement aujourd'hui a permis de pallier un petit peu à la baisse du neuf. Ça devient de plus en plus, et tu as raison de le signaler, un endroit dans lequel on va pouvoir montrer des nouvelles choses et on va pouvoir créer des nouveaux marchés. Mais pour pouvoir le faire, il faut encore une fois que tout le monde puisse être formé sur l'ensemble de la verticale de la filière, de celui qui invente le produit jusqu'à celui qui le distribue, celui qui forme l'artisan, celui qui convainc les filières d'y aller, etc. Et tout. C'est pas simple. Ça va se faire petit à petit, mais c'est pas simple. On en revient toujours à ces questions, à ces enjeux de formation de la filière. Je crois que c'est un point, excuse-moi, juste pour vraiment insister là-dessus, c'est un point qui est complètement essentiel. La politique de l'offre est aujourd'hui une absolue nécessité pour contenir les coûts et démultiplier la demande, puisqu'aujourd'hui, le principal facteur de complexité sur la demande, c'est d'arriver à trouver des artisans de bon niveau à proximité. Moi, j'habite à Moitié sur le plateau Ardéchois, c'est 1 an pour un devis et 3 ans pour des travaux. On voit qu'on est sur des espaces-temps qui ne sont pas des espaces où la finance est bloquante. C'est l'offre de travaux qui est bloquante. Et ça, c'est absolument impératif que tous ensemble, on commence à dire qu'il faut y aller, qu'on soit capable de faire de la reconversion. On parle de la reconversion d'immeubles, mais on peut parler aussi de la reconversion des métiers des gens. C'est-à-dire, j'étais petit contrôleur de gestion quelque part, j'ai envie maintenant de faire quelque chose qui a du sens, qui va contribuer à la transformation du monde et qui va me permettre également d'avoir un job forcément un peu sans hiérarchie. Et ça, toute cette transformation, et je crois que tu l'as vécu, je crois que toute cette transformation, elle est très représentative aussi de ce que nos sociétés sont en train, de la manière dont nos sociétés sont en train d'évoluer. Et le bâtiment est quelque chose qui est absolument symbolique, dans le sens où c'est le lieu de l'intime. C'est-à-dire que c'est dans cet intime-là que vont se construire nos sociétés. C'est aussi dans cet intime-là que le support de l'État et le support des établissements publics territoriaux a le plus d'impact dans la manière dont on considère qu'on fait partie d'une société ou pas. On le voit en particulier sur les votes extrêmes. On réduit à peu près de 20% les votes extrémistes quand on a une politique d'accompagnement. Il y a une étude qui vient de sortir là-dessus. Une politique d'accompagnement véritablement de la rénovation à l'échelle d'un village, d'une commune, d'un bourg, etc. Et donc cet investissement, on voit bien qu'il est collectif avec un ensemble de parties prenantes qui tous vont venir avec leurs propres sujets. Mais un des sujets, c'est effectivement le développement de l'offre. Très bien, merci beaucoup à tous les 4. Sébastien Descours, Pascal Courcel, Philippe Pelletier et Costa Castrenidis. Merci d'avoir participé à cette table ronde. On fait une petite pause et on se retrouve à midi pétante pour une seconde table ronde. Merci et à tout